au niveau des professionnels, il y a un vrai consensus de marché pour dire que c'est trop cher, parce que de toute façon, à 1700 milliards, si vous 1700 milliards, si vous rentrez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la valorisation peut doubler à horizon de 12 mois ? Alors, soit vous êtes dans une bulle, soit vraiment... parce que sinon, il y a quand même un problème de taille, tout bêtement. Hein. Le PIB alors, SpaceX, c'est tout le PIB américain dans ce cas-là, à terme. Hein. Donc... Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et on poursuit dans cet esprit qui est le nôtre de vous apporter les éclairages nécessaires, je l'espère, ou en tout cas suffisants pour que vous puissiez le mieux possible vous dépatouiller de toutes ces informations qui tombent les unes après les autres. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Christian Parizeau sur le plateau de TV Finance. Bonjour Christian. Bonjour. Merci Christian d'être avec nous ce matin. Christian Parizeau, vous êtes fondateur du cabinet Altair Economics et donc avec nous pour nous aider à comprendre ce monde qui évolue de jour en jour, et notamment aux États-Unis. Les données sur l'inflation, la hausse des prix sont tombées hier pour le mois de mai, plus 4,2%, c'est du jamais vu depuis 2023. Pour autant, les économistes, peut-être vous, disent que le pire est encore devant nous. Oui, parce qu'alors... Aspect positif, pour l'instant, c'est à 60%, grosso modo. C'est un effet énergétique, hein, c'est l'effet de la hausse des prix de l'essence, notamment, qui impacte fortement cet indice des prix. Donc, on va dire que c'est que l'effet énergétique. Mais toute la question, maintenant, c'est comment va se diffuser cet effet énergétique. Alors, on commence à le voir hein, dans l'indice du mois de mai. On voit qu'il y a les prix des billets d'avion, par exemple, qui ont fortement progressé. Donc, c'est l'un des éléments de diffusion hein, que l'on observe. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes pour savoir jusqu'où ça va aller, comment va se diffuser cette inflation. Et puis on voit surtout qu'il y a quelques noyaux durs qui persistent d'inflation. Hein. On le voit au niveau des prix de la santé, des prix des loisirs qui restent aussi. Donc ça veut dire que le consommateur américain, malgré tout ce qu'on dit, en tout cas une partie des ménages américains acceptent les hausses de prix, continuent de consommer. Donc ça donne d'un côté plutôt positif, ça veut dire que les entreprises américaines peuvent répercuter la hausse des coûts sur leur prix de vente, mais de l'autre, ça entretient l'inflation et ça va à terme peser sur l'économie. Alors c'est vrai que ce qu'on a pu constater, c'est que les Américains, sur le mois d'avril, mais ils ont sûrement prolongé sur le mois de mai, hein, ont plutôt utilisé les crédits revolving, les crédits sur carte bancaire, hein, les crédits à la consommation, pour compenser ce choc inflationniste, puisqu'on a vu dans les statistiques que nous ont fournies le BEA que, grosso modo, pour faire simple, le choc inflationniste a complètement absorbé la hausse de revenus sur le mois des ménages. Donc on a eu un vrai choc important, mais les ménages ont maintenu leur consommation par ce recours au crédit à consommation. Mais combien de temps cela peut durer ? Est-ce qu'on poursuit encore sur cette tendance-là ? Et puis surtout, on voit que quand même, en dehors de l'énergie, on était déjà sur une inflation qui restait forte. Alors après, on va pas se battre, hein, parce qu'il y a toujours des débats entre les économistes, notamment sur les fameux prix de l'immobilier qui continuent d'être importants. Alors, est-ce qu'on les évalue bien ou pas ? Parce qu'il y a aussi tout ce qu'on appelle le loyer fictif, qui est comme le nom l'indique, qui est fictif, qui n'est pas une réalité, mais qui est une estimation du BEA. En plus, il y a eu quelques problèmes de collecte statistique sur le mois d'avril, donc ça affecte un peu la tendance. Mais globalement, si vous retirez, c'est vrai, l'immobilier, si vous retirez la partie alimentaire et la partie énergie, vous êtes à 2,4 d'inflation, on va dire, hein, autour des 2,4, 2,5 d'inflation. Donc on n'est pas si éloigné de l'objectif de la Banque centrale. Mais tout dépend après de ce qu'on veut dire. Parce que le consommateur américain, il met de l'essence dans sa voiture, il mange et il faut bien qu'il habite quelque part. Donc lui, il subit quand même bien cette inflation. Il est bien sur une inflation à 4. Donc c'est quand même compliqué pour la Banque centrale américaine derrière de prendre ces chiffres, comme le fait le nouveau patron de la Banque centrale, et nous dire l'inflation est qu'à 2,4. Hein, vous inquiétez pas, on n'est pas si éloigné de notre objectif. Oui, mais pour le ménage américain, ça s'entend pas. Ça s'entend pas parce que le ménage américain, lui, il est à 4% d'inflation. Donc ça dépend ce qu'on veut dire. Oui, on pourrait dire que pour l'instant, il n'y a pas de signaux d'emballement, même s'il y a un vrai risque de contagion. Mais non, il y a bien quand même aujourd'hui, dans la perception de l'inflation par les ménages, dans le comportement que ça peut avoir sur la consommation, dans le comportement d'utilisation aujourd'hui des crédits, il y a bien un effet inflation qui affecte l'économie américaine de plein fouet. Donc oui, c'est quand même dangereux, oui, c'est inquiétant et ça bloque complètement les capacités de la Banque centrale américaine aujourd'hui à avoir un discours colombe. Je pense qu'ils vont maintenir un discours relativement faucon, même s'ils ne vont pas monter les taux. On en parlera pour la BCE, elle va agir beaucoup plus vite, mais ça les bloque complètement dans leur politique monétaire. Ils ne peuvent pas assouplir dans les conditions actuelles. Ce que vous dites, Christian, c'est qu'en fait, le taux réel d'inflation,
il serait de 2,4%. Alors, c'est pas ça. Alors, il y a différents indices de prix. Il y a, on peut prendre par exemple que l'inflation dans les services hors énergie, hors alimentaire, donc vouloir hors immobilier et vouloir vraiment voir que cette inflation, elle est plutôt autour des 2,4. Ou alors ce qu'on appelle les indices stream. Alors, les indices stream, c'est des indices de prix dans lesquels on va en retirer. Alors, si je vous prends à 90%, on va retirer les 10% de prix qui ont le plus monté sur le mois et 10% qui ont le plus baissé. Donc, on prend vraiment la partie qui bouge peu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les 4% d'inflation, en réalité, il y a beaucoup, c'est concentré sur quelques postes. Donc, si on retire ces postes qui ont le plus monté, bon, ceux qui ont le plus baissé, mais c'est moins important, et qu'on regarde vraiment 90% des prix, on est plutôt sur 90% des prix à 2,4 d'inflation. Bon, ça, c'est ce que semble vouloir nous dire Monsieur Warsh en prenant en relation. Mais il faut bien comprendre, aucun indice n'est faux. C'est tout qu'est-ce que vous voulez dire de cet indice ? En fait, il y a l'inflation structurelle qui serait plutôt de 2,4 et l'inflation conjoncturelle Mais ce qu'il faut bien comprendre, il y a deux choses. Et c'est ce que vous disiez, en fait, c'est ça. Pour le ménage américain, il paye 4%. Voilà, il a plus 4%. Donc, quand il va négocier son salaire, quand il va voir son pouvoir d'achat, il va regarder les 4%. Mais pour un banquier central, il va dire, oui, mais tant qu'on est à 2,4 sur cet indice stream, on n'est pas si éloigné finalement d'une inflation tendancielle proche de notre objectif de moyen terme. Donc on ne s'éloigne pas de ça. Maintenant, attention, parce que 4%, ça peut agir sur votre comportement, ça peut agir sur comment se comportent les entreprises, comment ils acceptent ou pas les hausses de salaire. Donc le 4% n'est pas neutre. C'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à comment on veut argumenter autour de cette inflation. Christian, peut-être ai-je mal entendu. Vous avez dit tout à l'heure que les salaires, ou les revenus en tout cas, avaient légèrement augmenté sur le mois d'avril. Alors, est-ce que si on parle de salaire réel, on est sur une autre variable ? Voilà, on est sur une autre variable. Parce que les salaires, eux, sont plutôt en train de reculer, justement. Ce qui ont même reculé au mois de mai pour le deuxième mois consécutif, ce qui fait que la pression sur l'économie américaine est réellement de ce côté-là, en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que les salaires ont été complètement absorbés par ce choc énergétique. Donc, en termes réels, si vous déflatez naturellement la progression des salaires de l'inflation, à ce moment-là, oui, vous êtes sur une pression du pouvoir d'achat et vous êtes sur un recul. Donc, oui, il y a un effet. Alors, après, c'est au moins le mois. Faut pas faire la tendance, mais il y a quand même une vraie pression. Et puis après, si on veut encore plus détailler et prendre les hauts salaires sont encore avec un pouvoir d'achat positif, très légèrement, mais les bas salaires, les gens qui ont les revenus les plus bas, qui ont vu un net ralentissement de la progression de leur salaire, beaucoup plus que les hauts salaires, eux sont aujourd'hui dans une très forte baisse de leur pouvoir d'achat, de moins 3%. Donc ça vous montre à quel point le choc est plutôt violent. Ok, Donald Trump nous a fait du Trump hier en commentant les chiffres. Il a dit qu'il adorait l'inflation. C'est une... Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire en fait C'est une bonne question. Après, surtout qu'a priori, il est revenu un peu sur ses propos. C'est une erreur de communication peut-être. Après, ce qu'il a rajouté derrière, c'est que de toute façon, l'inflation, c'était que temporaire, que pour lui, c'était lié au Moyen-Orient et que ça va aller être réglé dans les prochains jours, comme il nous le répète depuis plus de 30 fois, qui nous a dit c'est pour demain qu'on a l'accord de paix. 38. Voilà, bon, je suis même en retard dans mon comptage, mais donc globalement, il nous le répète, demain c'est fait. Donc pour lui, c'est une inflation qui est plutôt de court terme, avec un gros bémol quand même, parce que d'une part, certes, la partie énergie peut se retourner très vite si on débloquait le détroit. Alors, oui et non, parce qu'on a de plus en plus d'avis. On a encore eu hier le patron de Shell qui nous a dit qu'il faudrait 1 an pour revenir à la normale. Et de plus en plus, on considère que quoi qu'il arrive, on va peut-être avoir des cours du pétrole qui seraient à peu près autour des $90. Plus qu'il y a une variable aussi dont on va parler dans un instant sur les cours du pétrole, c'est la Chine qui a joué le rôle d'amortisseur ces derniers temps, mais qui peut-être va devoir se restocker un peu. Voilà. Donc, on va dire qu'on en a pour 1 an. À mon avis, on va passer pour faire grosso modo de 60 à $90. Et ça, c'est dans le scénario que joue un peu le marché du pétrole de réouverture du détroit d'Ormuz. Si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert, on va à 150. Faut pas rêver, c'est un peu ça. Voire même 200. Alors, peut-être pas 200, mais 150 pour moi, ça me paraît un peu. Alors, moi, j'avais fait des calculs, c'était plutôt autour de 140, entre 145. Je crois que la dernière fois, entre 140 et 150. Voilà. Bon, pourquoi ? Parce que c'est le niveau qui détruit 10% de la demande, tout bêtement. Okay. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la demande. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des marchés qui jouent une reprise du détroit d'Ormuz
on pourra y revenir, mais ils disent que c'est temporaire. Donc tant que c'est temporaire, on a le tampon des stocks qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser pour éviter que les tensions soient insupportables. Et donc, tant que c'est temporaire, on n'a pas besoin de détruire définitivement la demande, puisqu'on se dit pourquoi détruire 10% de la demande, le marché est approvisionné par les stocks, il n'y a pas excès. Maintenant, si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert, là, il va falloir rééquilibrer le marché durablement, parce que les stocks ne pourront pas combler indéfiniment. Et à ce moment-là, et donc aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que $90, c'est pas mal. Parce que $90, ça intègre quand même un petit frein sur la demande. Ça intègre le fait qu'il faudra peut-être 1 an, mais on piochera dans les stocks, mais peut-être 1 an pour tout remettre en haut. La résilience. Voilà. Et donc, ça nous laisse le temps. Mais si on sait que ça dure que1 an, on va pas hésiter à prendre dans les stocks, on va pas hésiter à prendre. Et puis derrière, on reconstituera progressivement les stocks et on aura passé cette crise. La confiance sera là, on peut rester à $90. Par contre, si véritablement il faut détruire la demande, il faut aller à 150. Et là, avec ce qu'on a vu hier, a priori, on ne va pas vers une réouverture. Le détroit est bloqué d'ailleurs. Les autorités iraniennes ont dit qu'elles le fermaient de nouveau, alors que implicitement, on savait tous que certains pétroliers passaient, transpondeurs éteints, lumière éteinte, etc. Mais il y avait quand même ces Copernicus, qui est donc un satellite européen qui filme bien ces transbordements, qui estiment à peu près, les autorités, les stratèges, les experts, 3 millions de barils quand même quittés chaque jour le détroit d'Ormuz. Là, c'est fermé. Oui, là c'est fermé. Alors même M. Trump a mis sur son réseau social que près de 100 millions de barils étaient passés grâce à une opération secrète des États-Unis. Bon, elle est plus secrète. Elle est plus secrète, hein, donc il vient de nous le dire. Donc non, mais sérieusement, oui, il y avait un petit flux qui passait. Après, aujourd'hui, le risque n'est pas forcément que sur le détroit. Il y a aussi les destructions que pourrait engendrer ce conflit, hein, et qui en a fait, hein, d'ailleurs déjà, de capacité de production. Hein. On voit que le Qatar a été durement affecté et le Qatar va pas reprendre. 2 à 3 ans, a dit le patron de Qatargas, pour remettre en état leur... On n'est pas du tout sur une résolution, entre guillemets, c'est pas un bouton on-off. Alors c'est vrai qu'il y a un élément qui joue beaucoup sur les cours du pétrole, c'est d'une part, c'est difficile aujourd'hui de dire, on parlait $150, est-ce que vous prenez une position aujourd'hui pour aller à $150 ? Non, parce que vous n'êtes pas à l'abri que Donald Trump vienne vous voir et vous dise, ça y est, on s'est mis d'accord avec l'Iran. Donc c'est très difficile de prendre une position très forte, de parier très fort la hausse des cours du pétrole. Donc je pense que c'est ça qui limite en partie le pétrole, où finalement, comme on n'a pas de visibilité sur l'évolution de la situation, que c'est du digital, c'est 0,1 et qu'on peut pas le pricer, qu'on peut pas me donner une probabilité ou pas, c'est pas de l'économie là, c'est pas une tendance économique, c'est pas tout ça. Donc on est aujourd'hui sur des marchés du pétrole qui agit finalement au jour le jour en fonction des informations. Du coup, on a du mal à prendre une position très haussière sur le pétrole. Donc ça, c'est le premier élément pourquoi le marché n'anticipe pas plus. Hein. Et puis je pense que le deuxième élément, c'est cette statistique qui a beaucoup joué sur les cours du pétrole, sur le fait que la Chine a réduit ses importations de pétrole. Alors, ça veut dire, que la Chine utilisait ses stocks, ça peut être compréhensible, mais ça signifie aussi qu'il y a peut-être un autre élément que le marché sous-estime, à mon avis, assez largement, c'est le fait que, oui, la Chine consomme moins de brut, parce que la Chine n'exporte plus de produits raffinés. Elle le garde pour sa demande intérieure. Elle le garde. Et puis, donc, les raffineurs chinois ont réduit leur production, et donc, voilà, et comme ils ont réduit leur production, ils importent moins de brut, forcément, puisque ça sert à rien. Vous transformez plus le brut, donc vous avez moins apporté de brut. Donc derrière ça, c'est pas forcément une situation très positive. C'est pas le fait que tout va très bien. C'est le fait on a encore vraiment des vrais problèmes sur les produits distillés. On a des vrais problèmes de pénurie sur certains produits. D'ailleurs, on l'a vu, certains produits distillés ont plus monté que les cours du brut. Donc on parle du diesel, c'est ça, et la pétrochimie aussi. Tout ce qui est pétrochimie. On voit aujourd'hui, pour vous donner une idée aussi, pourquoi c'est pas très visible, parce que comme on n'a pas de produits raffinés, on utilise les stocks de plastique, on utilise ces stocks qu'on avait accumulés, mais on produit beaucoup moins de plastique. Donc aujourd'hui, c'est invisible. Mais si au moins, une fois qu'on aura écoulé nos stocks, qu'on va vouloir remettre en route la production, on le fera avec le prix fort, et là, on va s'apercevoir qu'on est en tension. Donc attention, il y a des vrais problèmes de pénurie qui sont là, et il ne faut pas se réjouir du fait que la Chine a moins produit, a moins consommé de pétrole. À court terme, oui, ça rassure les marchés. À très court terme, parce qu'on se dit, finalement, on rééquilibre un peu cette offre. C'est vrai que si vous retirez 3 millions... 3 millions, c'est la consommation quotidienne de la France et de l'Italie, quand même. Donc mais en relatif... en relatif, ça rassure un petit peu, mais l'équilibre est toujours pas là. Pour l'instant, on refait l'équilibre par des expédients de court terme, par des stocks, par des choses comme ça. Mais plus ça dure longtemps, plus ça pose problème. Mais encore une fois, personne
personne n'ose jouer ce scénario-là parce qu'on se dit que ça peut se renverser du jour au lendemain. Exactement, d'autant plus que donc, les prix à la production en Chine ont déjà bondi de 3,9% en mai. On est sur les matières premières pétrochimiques et selon les experts, le cycle normal des achats de pétrole par Pékin dicte que si les autorités chinoises veulent être livrées cet été, eh ben, elles doivent commencer à acheter maintenant. Oui, parce qu'il y a toujours le temps de livraison. Après, il y a aussi un autre élément qui a beaucoup joué, c'est qu'on avait beaucoup de stocks flottants. C'était la fameuse... les véhicules fantômes. Là, voilà, les pétroliers fantômes de la Russie, là, hein, qui tournaient en rond et on était sur un plus haut historique sur les flottes, sur les stocks flottants avant ce conflit. Donc, ça a joué beaucoup dans le tampon et pour beaucoup de pays. Ils sont finalement épuisés maintenant. Maintenant, on va être... Je crois qu'il y avait 12 millions de barils. Voilà, et ça, on le voit par rapport au décalage entre le prix spot, c'est-à-dire que le prix qu'il faut acheter le pétrole au jour le jour, et le prix à 3 mois, où il y a quand même un vrai décalage, parce qu'aujourd'hui, ça coûte très très cher de se fournir. Exactement. Ce que vous nous expliquiez la dernière fois quand vous étiez venu ici, Christian, vous nous disiez qu'il fallait faire très attention, que le prix qui est dans les médias, c'est le prix à 3 mois, mais qu'aujourd'hui, il y a un prix spot, le prix auquel s'achète actuellement le pétrole. Vous savez à combien il est actuellement? Alors là, non, j'ai pas, parce que c'est un prix OTC, c'est pas... Voilà, parce que la dernière fois, il était justement entre 140 et 150 $. Il était très élevé. Ça avait monté pas mal. Ok, bon, écoutez, tout ça est effectivement à suivre, mais alors finalement, ce que ça nous fait dire, tout ça, c'est que ça restera transitoire quand même, malgré tout, ces prix de l'énergie, même s'ils sont à 60% responsables de la hausse de l'inflation aux États-Unis, peu ou prou la même chose probablement en Europe. Cependant, la Banque centrale, elle, a décidé que c'était le moment de relever ses taux, alors même que la croissance n'est pas au rendez-vous, que les États vont devoir très certainement mettre en place de nouveaux plans de relance, donc probablement creuser leur déficit. Eh ben, elle augmente ses taux. Quoi? Oui, alors là, c'est compliqué. Moi, le premier, mais je suis pas fan, parce que c'est vrai que si on regarde aujourd'hui les données économiques dont on dispose, on est sur des choses assez négatives. Il faut le reconnaître sur l'Europe. Le premier trimestre, on est sur une quasi-stagnation du PIB européen. Les données d'enquête sont très mauvaises. Alors, les données d'enquête sont plus mauvaises que ce qu'on a au niveau de la mesure effective de l'activité. Il faut le reconnaître. On a eu des statistiques, notamment sur la production industrielle, qui n'étaient pas aussi mauvaises, notamment en France, par rapport aux données d'enquête. Donc, il y a peut-être un petit biais de ceux qui répondent aujourd'hui, qui est un peu plus négatif. Pour ceux qui nous regardent, c'est qu'en gros, vous mettez en rapport les PMI avec la donnée réelle. Les données réelles qu'on a, qui sont pas exceptionnelles, mais qui sont pas aussi négatives. Voilà. Mais au-delà de ça, on est quand même sur un vrai problème. Alors, je vais vous dire, si je devais être banquier central européen, et je devais peut-être un jour, on vous l'espère. Non, je pense pas, mais et je devais justifier cet élément-là, je mettrais surtout en avant peut-être une hausse, et je pense que c'est probablement sur quoi va communiquer Madame Lagarde cet après-midi. Je mettrais plutôt en avant le fait que c'est une hausse en partie pour encadrer les anticipations d'inflation. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est que... C'est de la prévention, c'est du préventif. Oui, ça serait plus ça, parce que 25 points de base, bon, pour être honnête, sur l'économie réelle, ça change pas grand-chose. Et si en plus, ça permet d'aplatir la courbe des taux, et vous avez vu qu'aux États-Unis, on a eu plutôt une pontification, parce qu'aux États-Unis, justement, on a le sentiment que la Banque centrale américaine va laisser un peu filer l'inflation, qu'il y a une forte pression de l'administration américaine, il y a un problème de crédibilité du nouveau patron de la Fed, il veut faire beaucoup de changements en termes de communication qui va créer du risque, et donc ça a fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle une pontification de la courbe des taux, vous avez taux longs qui montent pas mal, et on a vu que même par rapport à l'Europe, on n'a pas eu un effet contagion aussi fort que ce qu'on était en droit d'attendre, parce qu'en général, les deux marchés sont très corrélés, mais on a vu quand même un petit écartement du spread entre le 10 ans européen et le 10 ans américain. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être un problème de crédibilité aux États-Unis, et ça veut dire qu'on paye beaucoup plus cher si on emprunte à long terme, alors qu'en Europe, quelque part, vous avez quand même une BCE qui frappe, avec des indicateurs d'activité particulièrement négatifs, avec des indicateurs qui vous disent qu'il n'y a pas pour l'instant de boucle prix-salaire, qu'il n'y a pas une envolée des salaires en zone euro, et même leur propre indicateur à eux, qui est un indicateur avancé sur les négociations salariales, montre un net ralentissement de la hausse des salaires sur le premier trimestre. Donc leur propre indicateur de tension salariale ne va pas du tout dans le sens d'une boucle prix-salaire. Le seul élément peut-être qui est vraiment inquiétant pour la BCE, c'est que quand même on a une inflation à 3,2 avec quand même une inflation dans les services qui reste fort. Ça, on va dire, on peut le reconnaître, c'est un élément un peu négatif. Et on est toujours
sur une distribution de crédit qui n'a pas ralenti. Donc ça veut dire qu'elle peut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas une politique monétaire qui freine énormément l'activité. L'activité se retourne et freinée, mais pas à cause du coût de l'argent, puisque la demande de crédit n'a pas ralenti dernièrement. Donc il y a ces deux éléments qu'elle peut mettre en avant, mais derrière, elle ne peut pas justifier un nouveau cycle de resserrement. Donc je pense que va dire plutôt Madame Lagarde, c'est on agit maintenant pour être crédible. Et en gros, on envoie un message très fort au marché obligataire qui est de dire finalement, c'est pas la peine de mettre une prime inflationniste sur les taux longs, c'est pas la peine que la courbe des taux se pontifie face à ce choc inflationniste, parce qu'on a une BCE qui frappe, qui va pas trembler, qui est prêt à agir très vite, malgré qu'il va avoir beaucoup de contestations des politiques qui vont lui dire elle fait n'importe quoi, la conjoncture n'est pas bonne. Malgré une conjoncture pas bonne, je vous prouve que je suis crédible et je suis prêt à prendre finalement toutes les critiques derrière tout ça. Donc je pense que ça crédibilise. Alors si j'étais banquier central, alors après je dis pas que je suis fan de ce qu'ils font, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que in fine ils sont quand même gagnants, parce que d'une part ils envoient un message fort de crédibilité, ils font baisser les taux longs éventuellement, ou ils maintiennent une pente de la courbe assez plate, ce qui est positif pour l'économie, malgré qu'on va les critiquer beaucoup sur la partie courte, mais c'est plutôt positif. Donc globalement, si derrière le crédit ne ralentit pas trop, ils vont dire on a fait une hausse de crédibilité et c'est très bien comme ça. Moi, voilà ce que je pourrais vous dire. Je le verrai comme ça, c'est pour ça que je pense que Mme Lagarde ne va pas dire on est dans un cycle de hausse, elle va dire on regardera indicateur par indicateur et on verra ce qu'on fera dans la suite. Elle va surtout pas nous dire on va faire une autre hausse en juillet, on va faire une autre en septembre. Elle va surtout pas valider le marché monétaire qui aujourd'hui intègre 3 hausses de taux. Donc elle va rester très prudente par rapport à tout ça, parce que c'est plus un aspect crédibilité qu'un cycle de hausse de taux parce qu'après sur le fond on est d'accord, hein, la hausse des taux va pas donner plus de pétrole, la hausse des prix du pétrole d'elle-même pèse sur la demande. Et même s'il y a des effets de transmission, s'il y a des effets second tour qui vont s'observer, ça va s'observer dans le même temps par une pression sur les marges des entreprises européennes et donc forcément une fragilité du secteur industriel européen. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie européenne, et surtout on a quand même un vrai risque de dégradation du marché du travail à venir. C'est vrai que le taux de chômage est très bas en ce moment en Europe, mais on est quand même sur une dynamique de l'emploi, notamment en Allemagne, qui est pas bonne du tout. Alors après, on pourrait mettre aussi en avant le fait qu'il y a des divergences importantes entre les pays. Certains pays européens ont des taux réels très négatifs du fait d'une inflation qui reste forte. Et donc, si on raisonne comme ça, on pourrait dire que la politique est très accommodante parce que les taux réels sont très négatifs. Maintenant, il y aura quand même un ralentissement global européen qui me fait dire que c'est pas du tout un facteur de risque à moyen terme. Ok, très clair. C'est une hausse indolore en quelque sorte. C'est une hausse de communication. C'est une hausse de communication, je dirais. Une hausse de bonne communication. On va finir avec l'IPO du siècle, l'IPO même du siècle de l'histoire. C'est celle de SpaceX. Selon Reuters, 250 milliards de dollars la demande devrait avoisiner les 250 milliards de dollars. C'est gigantesque. Pour autant, les analystes disent que la valorisation est 2 fois plus élevée que ce que ne vaut vraiment la société d'Elon Musk. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça ? Je rappelle la valo, 1400 milliards de dollars, en gros, la valo de SpaceX. Les analystes, c'est 700 milliards. On est quand même sur des montants gigantesques. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que potentiellement, si on était un petit malin, peut-être qu'il faudrait se positionner à découvert dès l'IPO de demain ? C'est ce qui me semble, parce que je trouve qu'il y a un consensus de marché. Alors après, vous pouvez toujours tout justifier, hein, mais on voit qu'au niveau des professionnels, il y a un vrai consensus de marché pour dire que c'est trop cher. Parce que de toute façon, à 1700 milliards, si vous rentrez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la valorisation peut doubler à horizon de 12 mois ? Alors, soit vous êtes dans une bulle, soit vraiment... parce que sinon, il y a quand même un problème de taille, tout bêtement. Hein. Le PIB SpaceX, c'est tout le PIB américain dans ce cas-là, à terme. Hein. Donc, on peut tout justifier, d'accord, mais à un moment donné, on sait qu'il n'y a pas forcément à ce niveau de valorisation. C'est surtout ça, parce qu'on rentre, si vous voulez détenir les actions SpaceX, c'est pour les garder. Donc, soit vous rentrez parce qu'il y a un effet rareté, vous jouez la rareté. Donc, c'est purement une logique de flux et de dire, il y aura beaucoup de particuliers, ça sera un point important dans l'indice Nasdaq. Donc vous jouez sur un raisonnement de flux, mais c'est jamais bon. À terme, on le paye toujours, hein, ces éléments-là, mais vous jouez là-dessus. Soit vous le jouez en spéculatif, et j'entends beaucoup de personnes dire jouer SpaceX parce qu'il y a 4 fois de plus de demandes dans le carnet d'ordre, hein, ce qui a été dit, que finalement, alors c'est peut-être 70 milliards, 80 milliards qui vont être levés, mais c'est très peu par rapport à toute la demande. Donc ça veut dire qu'au début, on va avoir une flambée du titre.
mais c'est du spéculatif. Alors, vous pouvez le jouer, vous pouvez en profiter, mais vous pouvez vous dire quand même, ça peut se retourner très très vite. Donc, c'est pas très satisfaisant. En gros, tous les arguments qui vous font aller sur SpaceX aujourd'hui, sur cette intro, c'est pas des arguments fondamentaux et de valorisation. C'est vraiment des arguments de liquidité, de technique, tout ça. Donc, c'est jamais bon. Franchement, c'est jamais bon. Alors après, vous pouvez avoir envie de jouer la thématique Mars, ou en contrariant, prendre une position contrarienne en le shortant, mais on voit que ça va être quand même très très volatilité, une source de volatilité. Après, moi, ma vraie interrogation, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que la baisse que l'on observe aujourd'hui sur les valeurs tech, est-ce que c'est une simple réallocation des liquidités en prévision de SpaceX. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas trop s'inquiéter sur ce qui se passe au niveau de ces valeurs tech, et puis il faut peut-être même plutôt aller acheter ces valeurs qui ont beaucoup baissé, parce qu'à un moment donné, on sera amusé sur SpaceX et puis on va remettre de la liquidité sur du Micron qui a quand même des résultats et des potentiels de croissance beaucoup plus importantes, même si c'est bien valorisé, mais en tout cas, c'est du réel, là, c'est pas du spéculatif, et on a encore des choses assez impressionnantes. Soit c'est vraiment un début de retournement de ce cycle autour du secteur technologique. Et donc, à ce moment-là, après l'IPO de SpaceX, si on voit que ça reprend pas, ça veut dire qu'il y a un vrai doute et on commence à douter sur ces valorisations. Alors, moi, je dirais que je suis plutôt pessimiste, je suis plutôt du côté, et puis plutôt du côté de ceux qui pensent que certes, c'est un potentiel de croissance incroyable. Alors, regardez, pas plus tard qu'hier, Oracle, Oracle sur l'activité. Alors, ils sont en train de changer de métier. Ils étaient éditeurs de logiciels. Maintenant, ils sont fournisseurs de calcul, de puissance de calcul. Donc, ils ont pivoté dans leur métier. Ça, c'est important à comprendre. Mais sur leur pivot, parce que tout ce qui est logiciel, c'est moins 2%. Mais tout ce qui est à partir de tout ce qui est location, tout ce qui est capacité de calcul qui vont mettre sur le marché, c'est une croissance de 93%. Et le taux d'utilisation de leurs serveurs, c'est 97,5%. Donc aujourd'hui, il y a une demande. Ils mettent des ordinateurs supplémentaires dans les data centers et c'est utilisé à 97%. Donc il y a bien une demande, il y a bien une croissance. Donc c'est pas rejeté, ça se passe très très bien. Le seul problème qu'on a tous, c'est que ce qui est en train de se passer là, c'est l'inflation. C'est l'inflation qui tue, qui va forcément jouer sur la demande, qui va ralentir la demande. Peut-être pas la tuer, c'est un mot un peu fort, mais qui va ralentir la demande. Et ça, on le voit parce que d'une part, on le voit du côté d'Oracle, qui nous annonce une très forte hausse de près de 5 milliards supplémentaires de coûts de dépenses d'investissement. Je dis coûts de dépenses volontairement, parce que c'est pas pour avoir des data centers supplémentaires, c'est juste pour gérer l'inflation et le coût de ces data centers. Donc ça veut dire que même s'ils ont un retour sur investissement, de toute façon, cette inflation, elle est en train de rogner leur future marge. Donc ça veut dire que le retour sur investissement, même si vous êtes hyper optimiste, sera quand même beaucoup moindre que s'il n'y avait pas eu cette inflation. Donc, il faut quand même l'intégrer dans votre valorisation. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut prendre en compte. Et puis, on a d'autres informations qui commencent à montrer que c'est compliqué quand même. Du côté des entreprises, je prendrai juste un article du Wall Street Journal qui date de cette nuit, avec le fait, alors est-ce que ça sera vérifié ou pas, mais en tout cas, OpenAI pourrait baisser le coût des tokens pour les entreprises, baisser le coût de l'IA, parce que ça devient un frein maintenant pour l'adoption de l'IA, ce qui montre qu'ils ont quand même la perception que certaines entreprises commencent un petit peu à rogner, à dire que les budgets commencent à exploser, qu'il faut peut-être un petit peu ralentir dans la mise en place de l'IA parce que ça a un vrai coût. Il y a un de mes clients qui m'a dit, c'est vrai que si le jour on paiera le vrai coût de l'agent agentique qui trie nos mails, je pense que mon employeur va m'envoyer un mail en me disant, tu tries toi-même tes mails. Parce que là, c'est bien gentil, mais on a vu le coût que ça commence à coûter. Donc, il y aura des applications. Forcément. Si l'IA vous permet de découvrir une future molécule qui va révolutionner les traitements médicaux, il n'y a pas de problème. Il y aura une rentabilité. On a vu la mise à jour hier de Microsoft de son Windows qui remet à jour et qui améliore la rapidité de Windows, mais tout ça a été découvert grâce au modèle de Claude. C'est grâce au modèle Mythos qui a découvert comment optimiser Windows et qui lui permet une mise à jour hier. Donc il y a des retours là-dessus. Je vous dis pas que c'est nul, que ça a des impacts. Mais derrière, est-ce que vous allez l'utiliser pour tout quand vous paierez le vrai coût? C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous poserez la même question à ChatGPT si ça a un vrai coût aujourd'hui et si vous payez le vrai prix? Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'inflation, le coût et l'amortissement. Et ce que nous disait Atman, c'est que lui, quand il facturait le token, quand il facturait cette unité élémentaire du coût d'utilisation de l'intelligence artificielle, il n'y avait pas l'amortissement de la R&D.
Il n'y avait pas les coûts de marketing, il y avait juste le coût d'utilisation des data centers, à peine, qui était amorti, mais pas l'amortissement des data centers. Et donc, il n'y avait pas non plus le bénéfice. C'est-à-dire la rentabilité que vous attendez de l'utilisation de ces modèles. Donc tout ça fait que on a encore un vrai risque d'inflation, à mon avis, dans le coût de l'IA. Et il faudra voir comment se comporte la demande face à ça. Et je pense qu'on pourrait avoir un ralentissement. Et puis dernière chose, je renverrai à une étude qui a beaucoup fait parler d'elle aussi, une étude de PCW, qui montre aussi que c'est très compliqué pour les entreprises. Il montre que la concentration, les 80% des gains de productivité de l'IA sont concentrés sur une vingtaine de pourcents d'entreprises. Pourquoi ? Parce que pour profiter des gains de l'IA, il ne faut pas seulement mettre l'IA dans votre process, il faut repenser toute l'organisation de l'entreprise. Ça ne sert à rien de mettre une IA si derrière vous avez un humain qui doit valider à la mano tout ce qu'a dit l'IA. Donc il faut repenser toute la chaîne d'information dans les entreprises, repenser le management, repenser le travail des personnes, former ces personnes. Et là, on s'aperçoit qu'on est sur des coûts IA qui sont beaucoup plus élevés. Et donc il y aura un vrai problème à un moment donné qui sera est-ce que je passe à l'IA en espérant des gains de productivité à N+2, N+3, mais avant j'ai tous les coûts de développement de l'IA avec les coûts de formation et toutes les incertitudes, ou est-ce que je reste sur un système où j'utilise encore l'humain qui est peut-être moins rentable, qui coûte plus cher pour le moment, mais qui pour l'instant fonctionne et que je prends pas de risque. Donc il y aura un vrai arbitrage à faire. Et si le coût de l'IA est trop élevé, ça pourrait retarder. Je ne dis pas que ça c'est sûr, l'histoire le train est lancé de toute façon. Mais on ne dira pas du tout la même chose si le développement de l'IA se fait en 10 ans, en 5 ans ou en 3 mois. Et donc c'est ça la vraie question aujourd'hui. Et je pense que les investisseurs vont de plus en plus en prendre en compte. Et c'est un vrai élément qui va jouer sur la valorisation qu'on a actuellement sur pas mal de valeurs du secteur. Eh ben, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. L'IPO de SpaceX, c'est demain. Anthropic a publié des bons chiffres, mais comme vous l'avez dit, le cours a dévissé de 10%. Parce qu'effectivement, in fine, comme vous dites, c'est sur la dette finalement par la force des choses que les investisseurs... In fine, parce que la dette, alors en plus, si vous êtes dans une période où les taux remontent et que le coût de la dette augmente, ça augmente encore plus l'incertitude du retour sur l'investissement de vos investissements. Et c'est vrai que pour Oracle, ce qui inquiète beaucoup, c'est le fait qu'en plus, ils financent énormément par endettement, mais de plus en plus. Et on voit de plus en plus que tout le monde se bouscule pour lever des capitaux, ce qui montre que quand même, dans le secteur, on n'est pas si certain que ça va continuer sur ces niveaux de valorisation et qu'on veut profiter de cette fenêtre pour vraiment assurer les investissements. Eh ben, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, vous êtes président et fondateur d'Altair Economics, avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre comment le monde de la finance évolue et comment se positionner face à ces évolutions. Merci beaucoup. De notre côté, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance, chaîne sur laquelle vous pourrez retrouver notamment toutes les interviews de Christian et les actus qu'on estime être les plus impactantes pour vos portefeuilles et puis pour le monde en règle générale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve demain à 8h55 pour une nouvelle édition du live de TV Finance. À demain.